J'ai envoyé un message sur le groupe de la famille. C'est la remise des diplômes demain. Ça compterait beaucoup pour moi si vous veniez. Mon frère a répondu, on est occupé. Ne compte pas sur nous. Mon père a ajouté, ce n'est qu'un bout de papier. J'ai juste répondu, compris. Ce soir-là, ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux les a poussés à m'appeler 67 fois. Je m'appelle Mason. J'ai 26 ans. Le premier de ma famille à être diplômé de l'université. Le premier à obtenir un master. Le premier à réussir à quitter notre petite ville sans jamais y retomber. Et le dernier à avoir jamais cru qu'ils en seraient fiers. Les réunions de famille ont toujours été bruyantes chez nous. Dinde trop cuite, opinion mal digérée, et quelqu'un qui pleure avant le dessert. Cette année, c'était moi. Portons un toast à Jason, a dit mon père en levant sa bouteille de bière en bout de table. Il a encore eu une promotion. Directeur régional maintenant. Un grand homme. Tout le monde a applaudi. Mon frère rayonnait. Sa petite amie s'est penchée vers lui comme s'il venait de gagner le prix Nobel de la paix. J'ai forcé un sourire. Félicitations, mec. Jason ne m'a même pas jeté un regard. Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas perdu son temps à l'université, hein? Les rires ont éclaté. Mon père a frappé la table, s'étouffant avec sa boisson. Ma mère a ajouté, tu vois, Mason, tu aurais pu faire quelque chose de concret comme ton frère. Mais non, des livres, des prêts, et pourquoi? Un certificat? Un master, les jeux corrigés à voix basse. Elle a balayé ma remarque d'un geste de la main. C'est la même chose. J'ai fixé mon assiette. La sauce au canneberge semblait avoir plus de dignité que moi. Ma tante Karen est intervenue. Au fait, c'est quand cette remise de diplôme? On pourrait en faire un week-end en famille, non? Ma poitrine s'est serrée. C'était peut-être le moment. Peut-être qu'il viendrait, juste pour cette fois. Samedi prochain, ai-je dit, 14h, au grand amphithéâtre de l'université. J'ai déjà envoyé les invitations. Jason a ricané. Attends, tu vas vraiment faire le truc avec la toge et l'estrade? J'ai hoché la tête. Il a regardé mon père. On peut éviter ça? Mon père n'a même pas scié. On est occupé. Ne compte pas sur nous. Silence. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. Ma mère a piqué un haricot vert comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un bout de papier, a ajouté mon père. Tu vas l'accrocher à côté de ta dette étudiante? Quelques personnes ont gloussé. Pas moi. Ce soir-là, après le dîner, j'ai envoyé un message sur le groupe de la famille. Juste pour vous rappeler, c'est la remise des diplômes demain. Ça compterait toujours beaucoup pour moi si vous veniez. Jason a répondu, juste pour te rappeler. On est occupé. Ne compte pas sur nous. Mon père a enchaîné, laisse-moi le répéter. Ce n'est qu'un bout de papier. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé en retour. Compris. C'était tout. Pas de dispute, pas de culpabilisation, pas de supplication. Juste, compris. Je ne le savais pas encore, mais ces deux mots allaient résonner bien plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer depuis cette estrade. Parce que ce qu'ils ont vu plus tard cette nuit-là, ce que le reste du monde a vu, n'était pas juste une remise de diplôme. C'était la première fois que je leur montrais ce qu'ils avaient vraiment perdu. Et à ce moment-là, il était bien trop tard. Vous voulez la vérité? Je payais pour tout. Pas seulement mes études, absolument tout. Le loyer, les courses, les réparations de voitures, les factures de téléphone, l'opération dentaire de ma mère, l'assurance du camion de mon père, la dette de jeu de Jason, 2 fois. J'avais 19 ans quand j'ai pris mon premier job, à nettoyer une clinique de nuit tout en suivant mes cours de licence. Je rentrais à 3 heures du matin, sentant le désinfectant et le désespoir, et je me levais quand même pour mes cours de 8 heures. Pendant ce temps, Jason menait la grande vie, profitant de la maison de nos parents, se qualifiant des « entrepreneurs ». Sa start-up consistait à vendre des contrefaçons de chaussures sur Instagram et à me supplier de le financer, juste cette fois. La première fois qu'il a demandé, il a pleuré. « Frérot, tu es mon seul espoir. » La deuxième fois, il a menacé, « Tu me dois bien ça pour tout ce que j'ai fait pour cette famille. » Qu'avait-il fait? Personne ne pouvait répondre à ça. Mais quand j'ai dit non,
Une seule fois, ma mère est intervenue. Mason, ton frère a besoin de soutien, pas de jugement. Tu n'es pas meilleur que lui. Et mon père, il m'a regardé et a dit, si tu peux payer l'université, tu peux aider ton sang. Le sang. C'est ce qu'il me jetait à la figure chaque fois que je disais que j'étais fatigué. Chaque fois que je disais que je n'avais pas les moyens, chaque fois que je disais que je me noyais. Le sang doit aider le sang. Il ne voyait pas les avis de découvert, les repas sautés, les nuits passées à la bibliothèque jusqu'à la fermeture parce que je ne pouvais pas me permettre de payer le chauffage. Il s'en fichait, parce que j'étais l'intelligent, celui qui réussissait, celui qui trouve toujours une solution. Je me souviens quand j'ai enfin obtenu une bourse de recherche pendant mon master, $3200 pour le semestre. J'étais fou de joie. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit que je pouvais enfin réduire mes heures à la clinique et me concentrer sur ma thèse. Sa réponse, c'est super, chérie. La voiture de Jason vient de lâcher. Tu peux lui envoyer quelque chose? J'ai hésité. 2 secondes. C'est tout. Elle a soupiré. Mason, ne sois pas égoïste. C'est ton frère. C'était le script? Toujours. Et si jamais je résistais, oh, tu te crois meilleur que nous maintenant, hein? N'oublie pas d'où tu viens. L'université, ce n'est pas la famille. À chaque échelon que je gravissais, il me tirait par la cheville. J'ai quand même essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. J'ai fait les courses quand ma mère a été licenciée. J'ai payé la facture d'électricité quand on leur a coupé le courant. J'ai envoyé de l'argent quand le petit business de mon père s'est avéré être une pyramide de Ponzi. Et Jason, mon frère, l'enfant prodige, continuait de traverser la vie comme si un tapis rouge avait été déroulé juste pour lui. Il trouvait un nouveau job, dîner de famille. Il faisait une nouvelle vidéo sur Instagram, explosion sur le groupe de discussion. Moi, publié dans une revue scientifique à comité de lecture, silence radio. Quand j'ai envoyé les faire-part de remise de diplôme, j'avais même inclus un mot, je sais qu'on a eu des hauts et des bas, mais c'est important pour moi. J'adorerais que vous soyez là. Mon père ne l'a jamais ouvert. Ma mère a dit qu'elle avait égaré le sien. Jason m'a renvoyé un mème d'un type qui s'endort pendant un cours. J'ai ri. Je devais le faire, car quelle était l'alternative? Pleurer dans ma thèse. Je me suis dit, ils viendront. Quand ça comptera vraiment, ils viendront. Mais à mesure que le jour approchait, les choses ont empiré. Jason m'a demandé si je pouvais l'aider à payer son loyer à nouveau. J'ai dit non. Il m'a ghosté. Maman a appelé quelques jours plus tard. Ton frère traverse une période difficile. Tu ne peux pas l'aider. Maman, j'ai mes propres factures. Tu as toujours été doué avec l'argent. J'ai $78 000 de dette étudiante. Arrête de faire ton cinéma. C'était leur mot préféré. Cinéma. Je faisais mon cinéma quand je leur demandais de ne pas poster de photos au casino tout en me disant qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'essence pour me rendre visite. Cinéma quand je demandais pourquoi Jason avait mon ordinateur portable, celui pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois, et que ma mère disait qu'il en avait plus besoin que moi. Je faisais mon cinéma quand j'ai découvert que mon père avait retiré de l'argent de mon fonds d'études dans mon dos pour payer sa carte de crédit. Le sang doit aider le sang, a-t-il répété. Pas d'excuses, juste une attente. Alors, quand j'étais assis à cette table de réunion de famille, entouré de leurs toasts à tout le monde promotion, fiançailles, perte de poids, je n'étais pas choqué que personne ne mentionne ma remise de diplôme. Mais ça faisait mal quand même. Ça faisait mal que la petite amie de Jason ait eu un gâteau d'anniversaire alors que je ne pouvais même pas obtenir un « on est fier de toi ». Ça faisait mal d'avoir apporté une invitation imprimée, nouée avec un ruban doré, et que ma mère l'ait laissée sur une pile de vieux coupons et de courriers non ouverts. Ça faisait mal de devoir le leur rappeler sur le groupe de discussion. Et ça faisait encore plus mal quand ils ont répondu. Jason, on est occupé. Ne compte pas sur nous. Papa, ce n'est qu'un bout de papier. Et moi, j'ai tapé en retour, compris. Mais cette nuit-là, cette nuit précise, ils ont vu quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à regarder les meilleurs moments de Jason au beer pong, mon nom était en tendance sur les réseaux. Quelqu'un avait filmé ma présentation de recherche 2 semaines plus tôt. Je ne le savais même pas, mais c'est devenu viral. Un étudiant expliquant la modélisation climatique en langage simple, faisant rire,
pleurer et applaudir la salle. La vidéo a atteint 1 million de vues en 24 heures. Puis l'université a publié l'annonce de mon discours de major de promotion. Puis une chaîne de télévision locale en a parlé. Et alors, leurs téléphones ont explosé. Je n'ai même pas eu à dire un mot. Le monde regardait enfin. Et eux aussi. Le premier appel est arrivé à 19h12. Je n'ai pas décroché. Le deuxième à 19h14. Le troisième à 19h15. À 19h23, j'avais 15 appels manqués. Au moment où j'ai mis mon téléphone en mode avion, le compteur avait atteint 31. Et je savais pourquoi. Ce soir-là, mon discours de remise de diplôme est devenu viral. Pas seulement quelques partages, pas seulement mon université postant un clip flou. Complètement viral. Quelqu'un dans le public avait enregistré tout mon discours, caméra tremblante et tout, et l'avait mis en ligne sur TikTok avec la légende « Cet homme vient de faire pleurer toute la salle ». Un diplômé de première génération qui parle de s'en être sorti tout seul. En moins de 2 heures, la vidéo avait 400 000 vues. À minuit, 3,6 millions. Je ne savais même pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'un camarade de classe m'envoie le lien avec 3 mots « Mec, tu as explosé ». Quand j'ai ouvert le lien, j'ai à peine reconnu ma propre image. J'étais là, debout au pupitre, la voix tremblante mais les yeux fixés sur la foule. Aux étudiants qui sont arrivés ici sans parents pour applaudir à chaque étape. À ceux qui ont payé leurs frais de scolarité avec des pourboires, des prêts et du courage. À ceux qui se sont élevés eux-mêmes et ont quand même choisi la gentillesse. Vous l'avez fait. Vous méritez d'être vus. Les applaudissements, la standing ovation, les larmes dans les yeux des gens. Je n'avais rien prévu. J'ai juste laissé parler ma blessure. Et cette blessure, celle qu'ils avaient creusée année après année, avait finalement saigné pour devenir quelque chose de plus grand que moi. J'ai ouvert mes messages privés. Des centaines d'inconnus, des gens disant que je leur rappelais leur propre douleur. Des messages comme « Je pleure ». C'était mon histoire aussi. Mon père a aussi dit que mon diplôme était inutile. Grâce à vous, je me suis senti vu. Et puis le téléphone a recommencé. Sonnerie, vibration. Maman, papa, Jason, tante Karen, même la copine de Jason. La conversation de groupe familial s'est enflammée comme une traînée de poudre. Maman, Mason, mon chéri, pourquoi ne nous as-tu pas dit que le discours allait être public? Papa, tu aurais pu nous prévenir. Nous serions venus si nous avions su que c'était si important. Jason, yo, frérot, sans mentir, c'était le feu. Tu peux taguer la page de mon entreprise sur ta publication? Ça aiderait pour la visibilité. Tante Karen, je viens de regarder ta vidéo. Fier de toi, même si on n'a pas pu venir. Peut-être la prochaine fois. On s'organisera autour des vacances. La prochaine fois. Je venais de clore le plus grand chapitre de ma vie sans eux dans le public, et ils voulaient une prochaine fois. Puis Jason a tweeté, la famille n'a pas toujours besoin d'être présente pour t'aimer. Certains d'entre nous soutiennent de loin. Avec un selfie sur le canapé, une bière à la main. J'ai fixé l'écran, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, mais nettement, comme un fil qui se rompt après des années de tension. J'ai ouvert la conversation de groupe familial et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas adouci mes mots. Je n'ai pas enrobé la vérité de politesse. J'ai laissé tomber le masque. Vous voulez tous savoir pourquoi je ne vous ai pas dit que le discours deviendrait viral? Parce que je ne pensais pas qu'il le deviendrait. Parce que je l'ai écrit seul, pour des gens comme moi, pas pour des gens comme vous. Des bulles de saisie sont apparues. Je les ai ignorées. Maman, tu as qualifié ma thèse de hobby. Papa, tu as dit que la remise des diplômes n'était qu'un bout de papier. Jason, tu as emprunté mon ordinateur portable et ne l'as jamais rendu. Tu as pris $600 pour le loyer et tu les as utilisés au casino. Et quand j'ai dit que je ne pouvais plus envoyer d'argent, tu m'as ghosté. Mais maintenant que 3 millions de personnes applaudissent, vous voulez être fiers. Vous n'étiez pas là quand je pleurais à 3 heures du matin en écrivant ma thèse. Vous n'étiez pas là quand mon frigo était vide pendant une semaine et que je vous disais que tout allait bien. Vous n'étiez pas là quand j'ai soutenu ma thèse et que tout ce que je voulais, c'était un texto qui disait « On est fiers de toi ». Silence. Puis mon père a répondu « Tu n'avais pas besoin de partager tout ça en ligne. » C'est blessant. J'ai fixé son message. Pas de «
tu as raison, pas de « je suis désolé », pas de « nous aurions dû être là ». Juste, tu nous donnes une mauvaise image. J'ai tapé, c'est drôle. J'ai passé des années à essayer de ne pas vous donner une mauvaise image. J'ai sauté des séances de thérapie, j'ai menti à mes amis, j'ai trouvé des excuses pour expliquer pourquoi j'envoyais de l'argent chaque mois comme si c'était un loyer. Je vous ai tout donné. Et pourtant, ce n'était jamais assez. Puis j'ai envoyé le dernier message. Si j'avais compté pour vous quand personne ne regardait, vous seriez venu. Ne faites pas semblant maintenant. Je ne suis pas là pour améliorer votre image. Je ne suis pas votre validation. Je ne suis pas votre portefeuille. Je ne suis pas votre bouc émissaire. J'en ai fini. Un par un, les confirmations de lecture, vues, sont apparues. Maman, vue. Papa, vu. Jason, vu. Karen a quitté la conversation. Mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était un appel de ma mère. J'ai refusé. Elle a rappelé, encore et encore. J'ai éteint le téléphone. Je suis sorti. Il faisait froid. La brise de décembre me transperçait à travers mon sweat à capuche, mais je me sentais plus au chaud que je ne l'avais été depuis des mois. Fini le silence. Fini le « ne fais pas de vagues ». Fini d'avaler ma rage pour maintenir la paix dans une guerre que je n'avais jamais commencée. Il pouvait appeler. Il pouvait rager. Il pouvait sangloter. Mais la porte, elle était fermée. Et cette fois, pour de bon. Je ne les ai pas bloqués. Ça aurait été un acte de pitié. Non, je les ai mis en sourdine. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Les regarder voir leurs messages rester non lus. Les laisser s'asseoir dans le trou qu'ils avaient creusé pour moi et ressentir ce que c'est que d'être invisible. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne mendiais plus d'amour. Je les regardais réaliser ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël. 72 appels manqués. 128 messages non lus. 3 messages vocaux de ma mère. 5 de mon père. Jason, il faut qu'on parle, c'est urgent. La copine de Jason, Mason, tu fais du mal à ta famille. Tante Karen, tu fais encore ton cinéma. Encore ce mot. Comme si c'était un crime de ressentir quoi que ce soit. Comme si c'était une faiblesse de crier enfin après 26 ans de silence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, je me suis fait un café et je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement. Dernier étage, vue sur les toits de la ville, loyer payé en totalité. Pas de colocataire, pas de matelas d'occasion, pas de bruit. Juste moi. Libre. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que j'avais peur de faire depuis des années. Je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai annulé tous les paiements liés. Le virement automatique mensuel que j'envoyais à ma mère, terminé. Le compte Netflix sur lequel Jason profitait, verrouillé. Le compte Amazon Prime lié à l'email de mon père, annulé. La carte de crédit d'urgence qu'ils empruntaient tous quand ils étaient à court d'argent, fermée. Un par un, j'ai coupé les ponts. Clic, clic, clic. Et à chaque email de confirmation, je me sentais plus léger. Puis j'ai créé un autre dossier sur mon bureau. Reçu. J'ai commencé à y glisser tout. Capture d'écran, historique Venmo, message, le PDF de la reconnaissance de dette que mon père m'avait fait signer avant d'en rire. Parce que je savais ce qui allait arriver. Ils allaient réécrire l'histoire. Ils diraient que je les avais abandonnés, que je n'avais jamais été là, que j'avais changé. Alors, je me suis assuré que la vérité soit organisée, horodatée et sauvegardée. À midi, ma boîte de réception explosait. Objet, demande d'interview. Objet, invitation à un podcast, survivre sans soutien. Objet, TEDx intéressé, veuillez répondre. Objet, article de fond, le diplômé viral qui a dit ce que nous ressentions tous. J'avais peur, mais je n'étais plus petit. J'ai envoyé une réponse, oui, mais je parle à une condition. Cette histoire ne parle pas de réconciliation. Elle parle de libération. L'éditeur a répondu en 5 minutes. Parfait. C'est exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. Ce soir-là, j'ai posté une seule photo sur Instagram. Juste moi, debout dans mon appartement, tenant mon diplôme dans une main et une tasse de café dans l'autre.
Le soleil entrait à flot. La paix sur mon visage. Légende, pour chaque personne qui a obtenu son diplôme seul, ceci est pour vous. Pour chaque personne qui a nourri sa famille avant de se nourrir elle-même, ceci est pour vous. Pour chaque personne qui a dû devenir son propre parent, son propre supporter et son propre filet de sécurité, ceci est pour vous. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste enfin assez pour vous-même. 120 000 likes, 12 000 partages, des centaines de commentaires d'inconnus qui se sentaient enfin vus. Et quelque part dans cet océan d'amour, un commentaire m'a glacé le sang. Jason, fier de toi, frérot. Même si on n'a pas toujours été les meilleurs, on a une histoire commune. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai vu. Et c'est tout ce qu'il obtiendrait, une vue. Quelques heures plus tard, un message de ma mère. Pas d'excuses. Juste, nous sommes une famille. On ne devrait pas se disputer comme ça publiquement. Comme si ce n'était pas elle qui avait dit, ce n'est qu'un bout de papier. Comme s'il n'avait pas manqué ma remise de diplôme pour regarder un match de foot et manger des restes de dinde. Elle a continué, les gens parlent. Je reçois des messages. Ta tante a dit que ses collègues ont vu ta vidéo. J'espère que tu es fier. J'étais plus fier qu'elle ne l'avait jamais été de moi. J'ai fermé le message. Sans répondre. Ce week-end-là, j'ai reçu une invitation pour parler à une conférence pour jeunes. Voyage, cachet, hôtel, tout payé. Dans l'avion, j'ai fait défiler mon vieil album photo. Des fêtes d'anniversaire où je faisais mon propre gâteau. Des bulletins scolaires sans personne à qui les montrer. Ma lettre d'admission pliée dans un tiroir. Et maintenant, moi, en première classe, dans un costume que j'ai acheté avec mon propre argent, pour parler à des jeunes qui se sentaient aussi perdus que moi autrefois. Pendant la séance de questions-réponses, une fille a levé la main. Est-ce que vous souhaitez parfois qu'il soit là pour voir ça? J'ai fait une pause et j'ai dit la vérité. Ils ont tout vu. Ils n'ont simplement pas regardé. Et maintenant, ils peuvent regarder depuis les coulisses, mais je ne joue plus pour eux. La salle est devenue silencieuse. Puis quelqu'un s'est levé, puis un autre, puis des applaudissements qui ne semblaient pas polis. Ils semblaient réels. Après l'événement, j'ai reçu un autre texto de Jason. On devrait déjeuner un de ces jours, pour apaiser les choses. La famille, c'est tout ce qu'on a, non? J'ai ri aux éclats, puis j'ai supprimé le message sans lire le reste. Parce que non, la famille n'est pas tout ce qu'on a. Parfois, tout ce qu'on a, c'est nous-mêmes. Et c'est plus que suffisant. Ça fait 4 mois que j'ai envoyé ce texto. C'est la remise des diplômes demain. Ça compterait beaucoup pour moi si vous veniez. 4 mois que Jason a répondu, on est occupé. Ne compte pas sur nous. Que mon père a dit, ce n'est qu'un bout de papier. Que j'ai répondu, compris. Que j'ai lâché prise. Pas seulement sur mes attentes, mais sur eux. Je ne m'attendais pas à ce que la paix soit si silencieuse. Pas le genre de silence qu'on ressent quand quelqu'un vous ghoste. Pas l'immobilité creuse d'être ignoré. Mais le calme profond et ancré qui vient quand il n'y a plus rien à prouver. Fini de surveiller la conversation de groupe. Fini de répéter comment demander un minimum de gentillesse. Fini de me justifier jusqu'à l'épuisement. La maison dans ma tête, celle que je louais à leur voix, est enfin vide. Et je la reconstruis. Des pièces différentes, des fenêtres différentes. Plus de portes dérobées pour que la culpabilité s'infiltre. Mes matinées commencent maintenant avec de la musique, pas de l'attention. J'allume une bougie, je fais du café, je m'assois sur mon balcon pieds nus, et je respire. Je tiens un journal, non pas pour sombrer, mais pour me souvenir de ce que j'ai survécu, de ce que j'ai donné, de ce que j'ai reconquis. Et récemment, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des gens me contactent, des inconnus. Ils me qualifient de courageux. Ils disent que mon histoire les a aidés à couper les ponts. Les a aidés à sortir du sable mouvant émotionnel de la culpabilité et de la manipulation psychologique. Une femme de Nouvelle-Zélande a écrit « J'ai vu votre vidéo. J'ai quitté la maison de mes parents ce soir-là. J'ai pris mon enfant. Nous sommes en sécurité maintenant. » Un lycéen m'a envoyé un message privé, « Ma mère a toujours dit que l'université était stupide. J'ai postulé quand même. Je lis votre histoire chaque fois que je veux abandonner. » Ils ne cherchent pas un sauveur. Ils cherchent une permission. Et je la leur donne, à 2 mains, parce que personne ne me l'a donnée.
Je croyais que la guérison ressemblait à un montage de film, des amis souriants, le succès, tout propre et lumineux. Mais la guérison, c'est plus compliqué. C'est se désabonner de sa propre famille sur Instagram. C'est sauter les fêtes de famille et ressentir ce mélange de deuil et de soulagement. C'est rouvrir de vieilles blessures juste pour les désinfecter correctement cette fois. C'est faire le deuil de personnes qui sont encore en vie. Mais dans ce deuil, il y a de la magie. Le genre de magie qui fait de la place pour le meilleur. Le genre qui accueille des gens qui disent « Je te vois. Tu n'es pas trop. Tu n'as pas à mériter le repos. » Il y a quelques semaines, j'ai croisé mon professeur de lycée dans une librairie. Elle m'a reconnu grâce à l'article. « Vous avez toujours eu cette étincelle », m'a-t-elle dit. À l'époque, elle manquait juste d'oxygène. Cette phrase m'a marqué, parce que pendant des années, j'ai essayé de briller de mille feux dans une famille qui n'arrêtait pas d'étouffer la flamme. Maintenant, je suis enfin libre, je vis selon mes propres règles, et ils le savent. Ils gardent leur distance maintenant, mais je vois les j'aime sur mes publications. Je vois quand ma mère regarde mes stories depuis son compte secondaire, quand Jason partage des mèmes sur les rageux. Et je m'en fiche. Je n'attends pas de remords de la part de gens incapables de reconnaître leur propre cruauté. Mon pardon n'est pas une clé qu'ils peuvent me demander, parce que ce n'est pas une porte à laquelle ils ont jamais frappé. Le pardon, pour moi, est interne. C'est dire, vous êtes arrivé, et je suis arrivé après vous. C'est suffisant. Ce matin, je suis passé devant une mère et son fils dans le parc. Il avait peut-être 7 ans. Il lui a montré un bâton et elle a dit, « C'est incroyable, mon chéri. » Et j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de la douleur. C'était de l'espoir. L'espoir que, peut-être, quelque part, les cycles peuvent être brisés. Que peut-être toutes les familles ne font pas taire l'étincelle. Que peut-être, un jour, je construirai la mienne, sans honte transmise comme un héritage. Sans manipulation déguisée en amour. Juste une vraie chaleur, méritée, protégée, gagnée. D'ici là, je continuerai à me choisir, chaque jour, plus fort, plus clairement, sans excuse. Parce que partir, ce n'est pas la fin. C'est la porte qui mène chez soi. Et cette fois, c'est moi qui ai les clés.